Bienvenue sur 13e rue pour de nouveaux Faits Carl Zéro. Aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles, sur la Grand Place, en Belgique, où en 1998 va démarrer une affaire absolument sordide, dont aujourd'hui encore, on n'a pas le fin mot. Une affaire particulièrement douloureuse, puisqu'il s'agit de sévices sexuels infligés à des enfants, le tout filmé en vidéo et diffusé dans un CD-ROM, appelé le CD-ROM de Zandvoort. Un CD-ROM. Des enfants violés, torturés. Des images qu'on aurait préféré ne jamais voir. On en recense plus de 8000 sur un seul CD-ROM. Des photos abominables. Elles sont extraites des ordinateurs d'un Allemand, Gerrit Ulrich, qui habitait à Zandvoort, en Hollande. 8000 photos qu'il commercialisait discrètement sur Internet. Peu après cette découverte, Gerrit Ulrich est assassiné en Italie. L'homme qui a récupéré le CD-ROM de Zandvoort s'appelle Marcel Vervlossem, un citoyen belge à la tête d'une petite association. Pour découvrir ce qui se cache derrière cette mystérieuse affaire, direction Bruxelles. Nous arrivons au siège de l'association Morkoven, que préside Marcel Vervlossem. Une association belge sans but lucratif, du nom d'une petite ville près d'Anvers. Active depuis les années 80, l'association est engagée dans les problèmes de maltraitance et de disparition d'enfants. Ses responsables disent lutter contre les réseaux pédocriminels. Comment Marcel Vervlossem a-t-il récupéré le CD-ROM? Qui est cet homme? Ce n'est pas un flic, ce n'est pas non plus un privé. Impossible de le faire entrer dans les cases habituelles. Il est complètement atypique. Enfant, il a connu la misère et la maltraitance dans des institutions. Ça, il n'a jamais pu l'oublier. Marcel est un trublion, un provocateur. Avec un incroyable culot, il n'hésite pas à interpeller les pédocriminels qu'il a cherchés parfois pendant des mois. Il les file, les photographie, ne les lâche jamais. On peut comprendre que Marcel Vervlossem soit très vite devenu gênant, d'autant qu'à chaque fois, il apporte des preuves. Il révèle une réalité effrayante. Des gens qui travaillent à la réalisation d'un catalogue d'enfants, en lien avec des studios de photographie spécialisés dans la pornographie. Derrière des disparitions d'enfants se profile la réalité d'un réseau et d'étranges protections, et la commercialisation d'images de viol d'enfants. On voit dans tous nos dossiers que c'est une branche de la criminalité ordinaire. C'est une branche plus risquée qui rapporte plus. Plus c'est horrible, le plus ça se vend. Et le plus ça se vend cher. Le 27 juillet 1993, Manuel Schadwald disparaît à Berlin, à l'âge de 12 ans. À la demande de sa famille, lassé par les lenteurs de l'enquête policière, Marcel Vervlossem se met sur la piste du jeune disparu. Une traque qui va l'amener en Allemagne, où son association enquête sur les activités pédosexuelles d'une certaine clientèle de bars de nuit. Petit à petit, le réseau prend forme. En voici l'organigramme. Au cœur du système, plusieurs bars à Berlin. Toutes se rejoignent autour de ces trois bars, qui sont le Pinocchio, le Tabasco et le Dachka. C'est des gens qui font leur marché. Ils décident, on a un enfant, le père ça va, on va pas avoir de problème avec lui. Là, il faut faire attention parce que la mère est un peu hystérique. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous voulez, vous comparez ça dans un monde plus traditionnel, comme un café des artistes ou un café de musiciens, etc. Mais là, c'est les cafés des pédos. Entre-temps, Marcel Vervlossem met la main sur une cassette intitulée Madère. Tournée au Portugal, on y découvre les activités de 3 pédocriminels, dont un Belge et un Hollandais, qui racolent de jeunes garçons sur la plage avant de filmer leurs ébats sexuels dans des chambres d'hôtel. Marcel remet cette cassette à la police portugaise, permettant plusieurs arrestations au Portugal en 1997, ainsi qu'en Belgique. Sur un passage de la cassette tournée en Allemagne, Marcel reconnaît le jeune Manuel. La piste conduit à un certain Robbie van der Planken. Compagnie de José Dessart, un journaliste de la RTBF. La rencontre est filmée. Marcel connaît si bien le dossier qu'il parvient à déstabiliser Robbie qui finit par parler du jeune Manuel. Je ne savais pas encore que Manuel avait 12 ans et demi ou 13 ans
car je m'en suis toujours tenu à un âge minimum de 14-15 ans. En fait, 14 ans est encore trop jeune. On a beaucoup d'ennuis à Amsterdam et à Rotterdam avec la police des mœurs, si on traite avec des jeunes de cet âge-là. Pour détourner l'attention sur d'autres, Robbie parle. Il décrit les activités du réseau. Des snuff movies où l'on filme la mise à mort d'enfants. Robbie dit n'en avoir jamais vu. Mais il reconnaît le tournage de films hard où la vie des enfants est en danger. Son amant, le nommé Gerrit Ulrich. Cet homme de 49 ans est apparemment chargé de la diffusion des images sur Internet. Évidemment, Marcel s'empresse d'aller au contact d'Ulrich à Zandvoort, une station balnéaire en Hollande. La rencontre s'effectue dans l'appartement même d'Ulrich le 11 juin 1998. Ulrich était ivre ce soir-là. Il était complètement bourré. Ulrich l'a amené chez lui. Marcel a vu un appartement très luxueux, très moderne. Et 8 ordinateurs. Sur chaque ordinateur, il y a du pédoporno. Alors il dit, Ulrich, là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Du pédoporno partout. Il dit, il faudrait appeler la police. Et Ulrich dit, non, je donne un CD-ROM où il y a Manuel. Et tu vas retrouver Manuel. L'appartement d'Ulrich à Zandvoort semble bien être le centre du réseau. Des ordinateurs qui ne sont jamais éteints, de nombreux virements aboutissant sur un compte bancaire, nom de code Apollo, du nom du voilier d'Ulrich, sur lequel on filmait des viols de mineurs. Alors M. Ulrich nous a donné une partie. Et que cela soit bien clair, M. Ulrich ne nous a donné qu'une partie du matériel. Je pense qu'il voulait faire un essai, qu'il voulait nous tester, voir ce que nous allions faire avec ce matériel qu'il nous a donné. Ulrich vient de signer son arrêt de mort. Quand il réalise son erreur, il panique et s'enfuit en France à Lyon, d'où il téléphone à Marcel. Mais ce qui est étrange, c'est que M. Ulrich nous a téléphoné quelques jours plus tard, de Lyon, comme il l'a dit lui-même, pour nous dire où se trouvait sa cachette secrète. Chez Ulrich, à Zandvoort, on retrouve sous le plancher des vêtements d'enfants et des centaines de milliers d'images pédocriminelles sur des CD-ROM. Ulrich, lui, s'enfuit en Italie, où il va être assassiné par Robbie van der Planken. Mon avis personnel est que Ulrich a été éliminé parce que, je le suppose, il n'a pas eu seulement un contact avec nous, mais il a probablement cherché d'autres contacts aussi pour pouvoir quitter le milieu. Marcel ne retrouve pas Manuel sur les CD-ROM. En revanche, il découvre des milliers de photos d'enfants violentés, tableaux de chasse de trafiquants pervers. Photo après photo, une galerie de l'indicible, des viols et des tortures d'enfants. Des viols de bébés. Que faire de ces CD-ROM ? Puisqu'il est en Hollande, Marcel Vervlossen va remettre le premier CD-ROM à la police néerlandaise qui va en tirer un fichier de portrait. Puis, il rentre en Belgique et après avoir pris soin d'en faire une copie pour son association, il en remet une autre à la police belge. Marcel espérait que la justice allait enquêter sur ce réseau Zandvoort. Cruelle illusion. Sabine et Laetitia sortent de l'enfer, d'une geôle aménagée par Marc Dutroux, dans le sous-sol de son domicile où elles ont été séquestrées et violées. Souvenez-vous, août 1996, 2 jeunes filles séquestrées, Sabine et Laetitia, sont libérées sur les indications de Marc Dutroux. Arrêté, ce criminel avoue le meurtre de 2 autres fillettes, Julie et Mélissa, kidnappées le 24 juin 1995. Leurs corps sont déterrés en septembre dans une propriété de Marc Dutroux. Des perquisitions s'ensuivent. 400 cassettes vidéo sont saisies. Elles ne seront pas exploitées au cours de l'enquête. En septembre, on déterre les ossements d'Anne et Effier, 2 autres victimes. L'émotion fait place à l'horreur lorsqu'il apparaît au cours de l'instruction confiée au juge Conrot que la gendarmerie disposait depuis longtemps de très nombreux éléments pour arrêter Marc Dutroux. Un certain Michel Nioul est associé aux agissements de Dutroux. Qui est Michel Nioul ?
Un personnage de la haute société qui n'a jamais caché qu'il organisait des parties fines réservées aux Gotha belges. Pourquoi Marc Dutroux, petit trafiquant, minable voleur de voitures, est-il en relation avec Méhoul? Dutroux est-il un pervers qui chasse des fillettes pour lui-même, ou est-il le pourvoyeur de partous de la bonne société? L'hypothèse d'un réseau est au cœur de l'enquête. Après tout, peut-être y a-t-il d'autres victimes vivantes, des témoins. Et que fait le juge d'instruction, le juge Conrod? Il va avoir une idée qui n'a pas souvent cours. Il va lancer un appel à témoins à toute la Belgique. Il va donner un numéro vert. Il va assurer aux gens qui ont des informations l'anonymat. Bien sûr, il faudra qu'elles donnent leur identité à la justice, mais elle ne sera pas divulguée, leur identité. Et il va recevoir des tas de coups de fil. Et là, la Belgique commence à trembler. Je ne parle pas du peuple qui trouve que c'est une bonne initiative que de se poser cette question, vu le nombre de victimes, mais je parle des autorités, parce que tout d'un coup, des témoins commencent à faire des récits incroyables. Une cellule hautement qualifiée de la gendarmerie auditionne ses témoins, baptisés X1, X2, X3. C'est le témoignage d'un de ces témoins, Regina Louf, alias X1, qui va précipiter l'affaire. Cette jeune femme, rescapée d'un réseau de prostitution, acceptera finalement de témoigner à visage découvert devant la caméra de Pascal Justice. J'ai été filmée. Les photos et les films étaient commandés par des gens qui décidaient eux-mêmes du scénario, du genre d'enfants, des mauvais traitements et des tortures qu'ils voulaient voir. Mais il y avait également des photos et des films commerciaux qui devaient simplement être distribués dans un réseau de pédophiles beaucoup plus conventionnel. Au début, il y avait des enfants amenés par leur famille, qui étaient préparés à être abusés. Ensuite, on est passé à des enfants kidnappés dans la rue. Ils étaient terrorisés et les abuseurs aimaient ça. Prendre des enfants dans la rue représentait un risque énorme, mais ça rendait le jeu encore plus excitant. Et on va avoir des convictions, c'est que non seulement on la rencontre elle, mais on en rencontre d'autres, c'est qu'il y a des lieux qui se croisent, c'est qu'il y a des témoignages qui se croisent, alors que ces jeunes femmes ne se connaissent pas. Elles ont vécu des choses avec des personnages identiques, parfois dans des lieux identiques, et surtout des événements incroyables auxquels l'imagination laisse pantois quand on pense à des chasses d'enfants qu'on laissait courir dehors nus, qu'on essayait d'attraper, enfin des trucs, des horreurs. Et tout ça aurait été fait dans une société bourgeoise, pour ne pas dire plus. Donc, voilà, l'enquête là-dessus a été que Regina Louf, un titre dans la presse a bien résumé l'état d'esprit des enquêteurs, égale Louf, c'est-à-dire cinglé. Les témoins X font peur. Regina Louf est diffamée, discréditée. L'équipe de gendarmes concernée est mise au placard. L'opinion publique se hérisse. Il y a deux communautés en Belgique. Et cette union, elle est fragile. Et il faut savoir que la famille royale représentait le lien entre ces deux communautés. Et que si certaines personnes avaient évoqué dans certains témoignages quelques implications plus ou moins proches de la famille royale, alors là, cette Belgique, elle aurait peut-être pu... J'imagine que le pouvoir a pu s'imaginer mettre à mal l'unité. Il a été question de l'unité de la Belgique dans la période de l'affaire Dutroux. Donc je crois qu'il y a eu une volonté de ne pas chercher au-delà de Dutroux, s'il existait ou non des réseaux, pour des questions de stabilité de l'État. Alors il faut coûte que coûte stopper le juge Conrod. Le premier prétexte fera l'affaire. Justement, le juge est photographié lors d'un dîner de soutien aux victimes de Dutroux. Le juge Conrod est dessaisi, au motif qu'il ne serait pas impartial.
Bonjour, la Cour de cassation vient de trancher. Elle ordonne le dessaisissement du juge Conrad, mais c'est important. Le peuple belge en colère descend dans la rue pour protester contre l'éviction du juge Conrad, qu'il considère comme le héros qui a libéré Sabine et Laetitia, le seul qui ose s'attaquer aux puissants. Le 30 octobre 1996, 350 000 personnes, selon la police, défilent silencieusement dans les rues de Bruxelles. Du jamais vu. Une marche blanche canalisant une colère dans la dignité. Puis, les mois passent. L'affaire Dutroux va être réécrite par un nouveau juge d'instruction, le juge Langlois. Dutroux devient un prédateur solitaire. Les réseaux n'existent pas. Encore faut-il convaincre l'opinion publique. Alors que la presse s'était engouffrée dans l'idée que peut-être derrière il y avait des réseaux, tout d'un coup, la majorité de la presse va se retourner pour dire que non, Dutroux, c'est un pervers solitaire. Il va y avoir deux clans dans ce pays, ceux qui vont croire aux réseaux, qu'on va appeler les comploteurs, et puis ceux qui n'y croient pas. Et on les appelle les croyants et les non-croyants. En Belgique, après 1996, qu'on se le dise, il n'y a plus de réseau. Et c'est malheureusement dans cette période que Marcel Vervlossen révèle l'existence du CD-ROM de Zandvoort. Le plus mauvais moment au mauvais endroit. Le dossier Zandvoort est enterré en Belgique, mais voilà qu'il réapparaît en France. Le 24 février 2000, l'Humanité fait sa une sur le dossier de la honte et publie ses révélations. 3 pages entières. Comment trouver les mots pour transmettre l'indignation, la colère sur des visages insoutenables. Toutes les radios, toutes les télés s'émeuvent. Puis, le soufflet médiatique retombe. C'est un sujet qu'on n'aime pas. On n'aime pas traiter. Voilà, parce que on ne sait pas où ça va mener, donc tout devient plus urgent par rapport à ça, quoi. C'est alors qu'une pigiste propose au Figaro de reprendre l'enquête. Pour Laurence Beneux, l'affaire de pédocriminalité est indiscutable. Les photos existent, elle aussi les a vues. Les 6 et 7 avril 2000, le Figaro fait sa une sur le problème que posent les réseaux pédocriminels et lui consacre 2 pages. C'était une espèce de matérialisation qu'il existe une criminalité organisée autour de la pédocriminalité, enfin, qui s'en prend aux enfants. Et avec notamment tout cet aspect photographie. Donc d'un seul coup, c'était des milliers de photos où des crimes se donnaient à voir. On pouvait en parler comme ça, mais là d'un seul coup, ça devenait concret. Les images sont abominables. Parler du viol d'un bébé, ça paraît, c'est inconcevable. D'un seul coup, on le voit. C'est-à-dire qu'on est obligé de se dire ça existe. Il y a des gens qui violent des bébés. Si on n'a pas vu ça, on ne peut pas l'imaginer. Une petite fille qui avait une lèvre explosée, on voyait, elle avait le visage qui avait été massacré, ça se voyait. C'est-à-dire, elle saignait, elle pleurait, et c'était le côté incroyablement malsain d'avoir gardé cette image. Ça montrait, il y a des gens là où on voyait qu'il y a des gens qui prennent plaisir, en fait, à voir la souffrance d'enfants. Là, on parle même plus seulement de perversion sexuelle, on parle d'une perversion sadique. L'Humanité, plus le Figaro, c'est inhabituel, et ça commence à faire beaucoup. Alors le 12 avril 2000, quelques jours après la publication du Figaro, la ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, intervient en direct dans le journal télévisé de France 3. La police et la justice ne peuvent rien faire puisque ce sont des photos de visage. Ce qu'il faut, c'est faire un travail très minutieux pour confronter ces photos aux images pornographiques qui sont dans le CD-ROM. Alors pourquoi la chancellerie ne le réclame-t-elle pas à la justice hollandaise ? Serge. Je sais que l'affaire va être enterrée. Parce que précédemment, cette magistrate s'est illustrée en distribuant des non-lieux dans ce genre d'affaires. C'est une spécialiste dans le genre, oui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle a été placée là pour faire ça ? Tu sais, Karl, dans tous les milieux, il y a des gens dogmatiques. Et quand quelqu'un est persuadé que ces affaires-là, c'est du fantasme, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est pas forcément quelqu'un qui va être complice ou qui va soutenir un réseau. J'ai pas d'éléments pour pouvoir le dire. Mais je constate simplement que, dès le départ, on va confier cette enquête
à quelqu'un qui n'y croit pas. Et pour celles et ceux qui en douteraient encore, il suffit d'écouter la réaction du substitut des mineurs à Paris, Yvon Talec, lorsqu'il exprime son point de vue devant les caméras de France 2 le 16 mai 2000 à propos du CD-ROM de Zandvoort. Les mineurs ont été photographiés la plupart du temps avec non seulement leur accord, mais l'accord de leurs parents. Et certaines des photos sont en plus des matériaux très anciens, puisque nous savons déjà que certaines photos remontent aux années 70 ou 80. Et il faut aussi minimiser, en tout cas en France, la portée de cette affaire, dans la mesure où de nombreux enfants qui sont présentés ici ne sont pas des enfants français. Le chef du parquet des mineurs qui explique aux 20h qu'il faut minimiser l'affaire. On en reste sans voix. Ces propos indignent de nombreuses associations, notamment Innocence en danger. Sa présidente, Oméra Sellier, invite donc le procureur Talec dans une réunion organisée à l'UNESCO. Procureur de la République du parquet des mineurs est capable de dire que des parents ont le droit de donner à la consommation sexuelle leurs enfants. Mais c'est vraiment un déni de justice complet. C'est, de mon point de vue, une méconnaissance des lois. Ça pourrait s'appeler proxénétisme. Ça pourrait s'appeler viol. Ça aurait dû s'appeler viol. Et que je sache, un enfant qui subissait des choses telles qu'on envoyait dans ce DVD, c'était impossible de penser qu'il était consentant. Le plus incroyable, c'est que le CD-ROM sans lequel, soi-disant, on ne pouvait pas enquêter, la justice le détenait 1 an avant que la presse n'en révèle son existence. Marcel Vervlozen avait envoyé en recommandé le CD-ROM au président de la République, Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, très logiquement, normalement, il avait renvoyé le CD-ROM, il l'avait fait suivre place Vendôme à la Chancellerie. Et c'était en 99, 1 an avant que je sorte mon enquête. Donc la justice française est parfaitement au courant de l'existence du CD-ROM, le possède et s'est assis dessus et n'en a rien fait. Voilà, et tout le monde fait semblant de découvrir. Grand Quand on a une photo de pédopornographie sous les yeux, on est en train de voir un enfant qui se fait violer ou torturer par un adulte. Et au-delà de l'aspect image, on devrait se dire, mais il faut absolument retrouver cet enfant pour le tirer de là. Il faut absolument qu'on trouve les adultes qui sont derrière ça, parce que ce sont des gens qui sont dangereux. Parce que là, on voit une victime, et puis parce qu'il y en a d'autres. Parce qu'ils font un commerce qui est absolument horrible. La justice a pourtant les moyens d'enquêter. Les journalistes ont remis, outre le CD-ROM, des agendas, des listings d'adresses liés au réseau de Gerrit Ulrich. On y trouve des dizaines de contacts personnels, des références bancaires, des comptes joints en France, en Hollande, en Belgique, dans de nombreux pays de l'Est, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et même à la Banque mondiale. Et j'apprendrai en lisant des articles dans la presse parisienne, c'est-à-dire que les confrères ont été informés par le parquet que ces carnets d'adresses ne contenaient que des adresses de boulangers, de coiffeurs, enfin des adresses sans intérêt. Sans intérêt pour la justice. Qu'elle nous explique qu'elle n'a pas les moyens de remonter ses pistes, ce serait préoccupant mais crédible. Mais affirmer que ces documents sont sans intérêt confine à la désinformation. Par ailleurs, ce qu'on n'avait pas prévu au ministère, c'est que dès la publication de l'enquête, le téléphone n'arrêtait pas de sonner au standard de l'humanité. Les journalistes ont reçu des centaines de personnes qui souhaitaient venir consulter le fichier. Évidemment, je n'ai pas compté, je ne m'attendais pas à un tel raz-de-marée, mais c'est peut-être 150, 200 personnes qui sont venues au journal pour voir le fichier parce qu'ils avaient des craintes, parce que il y en a qui sont venus des États-Unis, de Floride. Brusquement, on voyait à quel point il y avait une réelle inquiétude et que ça concernait énormément de monde. Donc, à la fois, on espérait des reconnaissances et en même temps, on les redoutait parce que faut mesurer ce que c'est quand vous avez des parents, une mère qui brusquement met son doigt sur une photo en disant « c'est mon fils ». Voilà. Et c'est arrivé. C'est arrivé une première fois, et puis ensuite une deuxième fois, et puis après, c'était
Toutes les personnes qui demandent à voir le fichier de Zandvoort sont inquiètes à propos d'enfants soit disparus, soit présumés victimes de violences sexuelles. Plusieurs dossiers judiciaires sont ouverts. Toutes ces personnes sont en quête de vérité, comme ce pédiatre. Un troublant témoignage. Le docteur Spitz est pédiatre. Il consulte le fichier, reconnaît 2 enfants venus dans son cabinet, se plaignant d'abus sexuels, des témoignages que les juges n'ont pas pris au sérieux. Vous savez, dans la vie, on peut toujours se tromper. Mais là, trop, c'est trop. Parce que l'enfant m'a dit quand même, il y a plus d'1 an. Et il y a des messieurs qui prennent des photos. Et ils dessinent des caméras sur ces dessins. C'est un hasard, c'est bizarre quand même. Et on le retrouve en photo. Alors que fait la justice ? La consultation du fichier est finalement autorisée dans les gendarmeries. Oh, pas pour longtemps. Quelques semaines seulement. Et les reconnaissances se multiplient. Plusieurs familles françaises disent reconnaître leur enfant sur le fichier. On a des informations judiciaires en cours et ces photos pourraient aider ces enquêtes. Au lieu de donner ces photos, ces documents à des fins d'enquête, aux enquêteurs, aux magistrats instructeurs, enfin à tous ces gens qui sont déjà en train de travailler sur ces dossiers, on ne leur donne pas. On ouvre une information judiciaire à part. Toutes les enquêtes particulières déjà ouvertes sont noyées dans le dossier Zandvoort qui devient hypertrophié. Au total, 81 mineurs sont reconnus par des proches. Un tournant dans l'enquête, mais direction l'impasse. Qu'elles soient effectuées devant les journalistes ou devant les gendarmes, toutes les reconnaissances sont qualifiées d'erreurs. Pas une mère, pas un médecin, pas un travailleur social ne sera cru. Tous se trompent. Des erreurs, ça reste à démontrer. On dit à la mère, ça ne peut pas être votre enfant, parce que cet enfant-là, c'est un enfant qui a été identifié en Hollande, qui s'appelle Björn Nischkamp. Le problème, c'est que moi, après, je pars en Hollande, donc, et la personne que j'ai rencontrée était une des personnes qui dirigeait ce pôle d'enquête. Donc, il connaissait très bien le dossier. Et il savait, et il me dit, dans les documents de Zandvoort, il n'y avait pas de photo de Björn Nischkamp. Donc quand on disait à la mère de l'enfant français, ça ne peut pas être votre enfant parce que c'est une photo d'un autre enfant qu'on connaît déjà, ce n'était pas vrai. C'est une concentration incroyable de sosie. Voilà ce que la justice a voulu faire passer dans l'opinion publique. Tout le monde se trompe, sauf la juge d'instruction qui dit « ce sont des sosies ». Elle reconnaît son enfant sur 2 photos. Elle dit c'est lui, là. Sur les 25 photos de la série, il n'y en a que 23 qui ont été expertisées. Donc on lui disait que c'était pas son enfant. Elle disait pas le contraire. Elle avait jamais dit que son enfant était l'enfant qui était sur ces 23 photos. Elle en avait reconnu 2 autres. Ces 2 autres-là n'ont pas été expertisés. Elle a donc demandé une contre-expertise pour rectifier l'erreur. Oui, mais on lui a refusé la contre-expertise. D'abord, la justice se saisit parce qu'elle est obligée de se saisir. C'est-à-dire qu'il y a un tel mouvement populaire, il y a une telle incompréhension que forcément, ils sont obligés de se saisir. Ils ne pouvaient pas ne pas dire « on va s'en occuper, on va vérifier ». Ils étaient obligés. Et puis très très vite, même tellement vite qu'on se dit « mais ils n'ont pas eu le temps de vérifier quoi que ce soit », ou alors ils font du travail très très inhabituel, parce qu'on avait quand même cette habitude lourde de la lenteur, de la pesanteur, de la difficulté de la justice dans ces affaires-là. Vous pensez que la justice traîne ? Vous vous trompez. L'affaire a éclaté en France en 2000 donc. 1 an plus tard, 81 mineurs sont reconnus par leurs proches. En 2003, la juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu. Dans ce non-lieu, il y a 81 personnes qui ont dit « je connais cet enfant-là ». Il y en a qui font l'objet d'une ligne, d'une seule ligne, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu d'enquête, d'une seule ligne. Et à ces 81 personnes, à un moment, on a dit il y a non-lieu. C'est 81 non-lieux dans un seul. Du point de vue du droit, c'est extraordinaire. Donc moi, je n'ai pas été étonnée, j'étais furieuse, parce que c'était quand même tellement
spectaculaires et des vraies preuves qu'on se disait quand même, c'est quand même fou que même ça, il n'existe pas. On sait que des enfants ont été reconnus sur ces photos. Et ça n'a pas déclenché quoi que ce soit judiciairement intéressant. Au fond, la justice a rejeté tout ce qui leur a obligé à pousser l'enquête. Les 81 mineurs reconnus ne seraient pas ceux qu'on croyait, admettons. Mais s'il y a une erreur sur la personne, alors dans ce cas-là, il n'empêche que derrière chaque photo se trouve bien un enfant réel. Et on en revient à la question qu'on se pose depuis le départ, depuis le début de l'enquête. Qui sont ces enfants? Que fait-on pour les retrouver? Et là, silence radio. Comment expliquer une telle absence de réaction face à une criminalité aussi grave? La présidente d'Innocence en danger ne peut se satisfaire de la situation. Elle retourne voir le procureur Yvon Talek. L'enterrement du CD-ROM de Zandvoort passe mal. Entre deux enquêtes en Afrique du Sud et en Amérique latine, un rapporteur spécial de l'ONU fait escale à Paris. J'ai appris qu'il y avait en France du trafic et de la prostitution touchant les enfants et que cela constituait un problème inquiétant. Il y a eu aussi des plaintes et des dénonciations précises de mères qui se disent poursuivis par des groupes pouvant être assimilés à des mafias ou à des loges organisant la pornographie infantile. Dans son rapport, Juan Miguel Petit pointe des questions préoccupantes. Le refus d'envisager l'existence de réseaux. La brigade des mineurs a émis des doutes quant à l'existence de réseaux pornographiques impliquant des enfants. On doute donc, tout en reconnaissant les protections dont bénéficient certaines personnes impliquées dans ces activités. Le rapport relève également de nombreux dysfonctionnements dans le traitement judiciaire des dossiers de violences sexuelles sur des mineurs et préconise la création d'un organisme indépendant pour lever les blocages. Cette proposition urgente, selon l'ONU, n'a jamais connu le moindre début d'application. À la direction centrale de la police judiciaire, on ne partage pas l'inquiétude du rapporteur de l'ONU. Cette histoire de réseau criminel, c'est vraiment le fantasme par excellence des journalistes, des associations, tout ce qu'on veut. Mais le fait est que, il y en a peut-être, en tout cas, on n'a jamais démantelé en France. Jamais démantelé en France. Le commissaire a la mémoire courte. Dans l'émotion soulevée par l'affaire Dutroux, 3 réseaux français ont été démantelés en quelques mois. Toro Bravo, réseau franco-colombien découvert en 96, 67 personnes impliquées. L'opération Achille en 97, qui permet 48 interpellations. Et le vaste coup de filet Ado 71, lancé dans toute la France à partir de la Saône-et-Loire, qui aboutit à 209 mises en examen. Puis, l'affaire Dutroux étant recadrée en Belgique, brusquement, plus aucun réseau en France. Tout dépend ce qu'on entend par réseau pédophile, c'est une question de définition. Un réseau criminel, en matière de stupéfiants, ça n'a pas le même sens, à mon avis en tout cas, qu'un réseau d'internautes pédophiles. Ce qu'on rencontre, nous, sur la toile, ce sont des internautes qui vont se connaître par le biais du net. Il peut y en avoir un à Lille, un à Marseille, un à Paris, un à Strasbourg, qui ne se connaissent pas autrement que par le net, et qui vont trouver des points d'intérêt communs, qui est donc leur déviance pédophile, s'échanger des images. On en est là, dans ces réseaux français, entre guillemets, qui vont déborder aussi largement les frontières de l'Hexagone. En termes de production, nous n'avons pas actuellement, en dehors de quelques sites que je qualifierais d'artisanaux, nous n'avons pas en France de réseaux criminels qui vont enlever des enfants, les soumettre à des abus sexuels, filmer ou photographier et ensuite diffuser ça sur Internet. On n'en a pas en France, on n'en a pas dans la plupart des autres pays européens, excepté tous les pays de l'ancien bloc de l'Est. En résumé, les réseaux pédocriminels n'existent pas, puisqu'ils ne ressemblent pas aux réseaux de Cosa Nostra. Mais qui a prétendu que les réseaux pédocriminels devaient ressembler aux réseaux mafieux classiques? Finalement, on ne risque pas de trouver ce qu'on ne cherche pas. Et pourquoi chercherait-on ce qui n'existe pas, puisque c'est un fantasme? Ce qui est frappant, c'est que de l'aveu même de la police, c'est qu'il n'existe en France aucun chiffre, aucune étude concernant la pédocriminalité. En France, il n'y a pas d'étude qui ait pu être établie sur les bénéfices illégaux, illicites, tirés par les producteurs d'images qui mettent ça en ligne. Les seuls chiffres qu'on a sont des chiffres américains
qui évalue ses bénéfices criminels à plusieurs milliards de dollars. En 2003, l'affaire du CD-ROM de Zandvoort est donc définitive. En 2005, un méga procès débouche sur 62 condamnations à Angers. Zandvoort ne sera pas évoqué. Dommage. 5 enfants identifiés sur le fichier étaient de la région. Rappelez-vous aussi l'affaire des 7 jeunes filles disparues dans l'Yonne. 7 jeunes filles confiées à la DAS. Et l'enquête, enterrée pendant 20 ans, malgré l'acharnement du gendarme Jambert, cruellement isolée. Comment expliquer que 2 des disparus aient pu être reconnus sur le fichier de Zandvoort ? On a eu d'abord Liliane Renaud qui a reconnu sa sœur. Liliane est une jeune femme très fragile, très touchée par l'histoire, mais elle a eu d'une certaine manière un flash, reconnu sa sœur de profil. Et puis ensuite, Francine Lemoine a reconnu sa mère. Elle était toute petite quand sa mère a disparu. Et une autre personne de la famille Lemoine a reconnu également la mère de Francine Lemoine. Donc ça faisait beaucoup de reconnaissance, d'une certaine manière, comme si ces jeunes femmes qui avaient disparu il y a longtemps renaissaient au travers de ces photos avec une sorte d'espoir. Puisqu'elles étaient dans un fichier, puisqu'elles étaient dans un CD-ROM quelque part, on pouvait espérer qu'on pourrait les retrouver. La comparaison entre les photos des disparus de Lyon et celle du fichier de Zandvoort est troublante, surtout celle de Bernadette. Les gendarmes ont dit qu'il s'agissait plutôt de garçons que de filles, et donc il y avait eu très certainement une erreur d'identification des familles. Encore une fois, comme toujours, l'enquête est orientée vers un seul suspect, Émile Louis, un chauffeur de car qui connaissait les victimes. Émile Louis avoue, puis se rétracte. Mais un faisceau d'indices l'accable. Si les photos des 2 disparus apparaissent sur le fichier de la police hollandaise, la thèse du pervers solitaire est sacrément fragilisée. La piste de Zandvoort, écartée. Prédateur solitaire. Émile Louis est jugé et définitivement condamné. Comme Dutroux. Dommage qu'on n'ait pas posé la question. Si Émile Louis n'a jamais été un accro de l'Internet, comment expliquer que 2 des disparus se retrouvent identifiés sur le CD-ROM de Zandvoort ? Que ce soit en France ou en Belgique, on constate dans ce type de dossier toujours les mêmes refus d'enquêter, toujours les mêmes blocages, des lenteurs et finalement le même type de dysfonctionnement. C'est quand même curieux. Que reste-t-il finalement de l'enquête de Zandvoort ? Un non-lieu global, des parents qui se sont tous trompés en reconnaissant leurs gamins et une concentration extraordinaire de sosie. Finalement, dans cette affaire, le seul condamné, ça sera Marcel Vervloezem. Un bilan qui ne permet pas d'être vraiment satisfait de la justice et qui peut même, on le comprend, susciter beaucoup de colère. Parce que dans ce dossier Zandvoort, comme dans d'autres, les grands oubliés, ce sont toujours les petites victimes, les enfants. Quand on regarde les milliers d'images du CD-ROM, on se surprend à penser que le phénomène pédocriminel est profondément sous-estimé, alors qu'il pose, et il faut le dire, un véritable problème de santé publique. En fait, depuis quand se préoccupe-t-on de l'état... Pas de violer son enfant, le tabou c'est que ça se sache. Ça, c'est insupportable. Et en vrai, la faute, elle est sur la petite qui parle, elle n'est pas du tout sur le violeur. Et au fond, c'est ça qu'on est en train d'essayer de casser. Et on se rend compte que c'était tellement profondément ancré, tellement ancien, que c'est trop violent pour les gens. Les réactions à l'arrestation de Roman Polanski nous offrent un formidable miroir des ambiguïtés de la société française. Le viol d'une fillette, une simple affaire de mœurs, vieille de 30 ans. Le seul scandale, c'est l'arrestation du cinéaste. Pour Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, l'arrestation du cinéaste est épouvantable et dénuée de sens. Un homme qui viole une petite fille, 13 ans, c'est une petite fille, hein. En tout cas c'est mineur, par sodomie avec drogue et alcool, qui a une affaire avec la justice du pays où il commet ça, et qui fuit. Le fait qu'il soit rattrapé 30 ans après, je veux dire, c'est assez légitime, puisqu'il n'a pas payé à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est très irritant que des ministres de l'État puissent dire, même pas grave, pour de rien. Ça c'est compliqué.
Ainsi, Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, intervient auprès de son homologue aux États-Unis, Hillary Clinton, pour demander ni plus ni moins la libération de Polanski. Et dans le combat concret, venu de Suède, Lars Löf attire notre attention sur les évolutions de la cyberpédocriminalité. Ce que l'on voit, c'est que de plus en plus de ces productions d'images sont réalisées dans un cadre domestique. Ces images sont tournées dans des maisons particulières. Les enfants sont visiblement abusés dans la chambre ou dans le salon de quelqu'un. Ils sont de plus en plus jeunes sur les images, ce qui est très troublant et rend l'identification plus difficile. Parfois, ce sont même des bébés.